Aujourd'hui, voyager en train est une formalité. Merci. Mais loin des records de vitesse, il existe une autre façon de s'évader sur les rails de France. À bord de vénérables machines à vapeur chargées d'histoire ou de trains régionaux plus contemporains, partons à la découverte de ces lignes exceptionnelles qui ont écrit la légende du chemin de fer de nos régions. En plongeant au cœur des paysages du Jura et de l'Alsace, dans une rame tout confort ou au rythme plus saccadé des locomotives d'un autre temps, C'est comme un être humain, sa vie, ça a ses bruits, ça a ses caractéristiques. nous embarquons pour une découverte originale de ces belles régions de l'Est de la France. Donc il faut imaginer le Jura comme un escalier. Tout le problème de la voie ferrée, c'est d'arriver déjà à monter ses marches. Cette balade sur ces lignes spectaculaires ou insolites sera l'occasion de rencontres inoubliables La recette de Panoramix. et de splendides étapes dans des décors ou des sites remarquables. L'ennemi a toujours eu peur de l'attaquer, d'y laisser des plumes, donc ils ont contourné mais ils n'ont jamais attaqué. En voiture, pour un nouveau voyage à bord de trains d'exception. C'est l'une des plus étonnantes lignes ferroviaires de France, entre 250 et 950 mètres d'altitude. Un itinéraire à flanc de montagne qui semble voler entre ciel et terre, comme les hirondelles qui lui ont donné son nom. 123 km de somptueux panorama jurassien entre les villes de Dole et Saint-Claude. Un émerveillement permanent pour les habitués, comme pour les touristes de passage. C'est l'une des plus belles lignes de France. Franchement, ça va être magnifique. Très joli. Ça, c'est- Ah bah, On s'est régalé, quoi. merci. Vous n'hésitez pas à bien changer de sens, hein, puisque les vues sont magnifiques les deux. Ah bon, bah, c'est très bien. Non, non, c'est magnifique. Bah, écoutez, bonne fin de voyage et puis à bientôt. Au revoir. Ici, on a des très belles vues panoramiques. Donc, je sais que parfois c'est à gauche, parfois c'est à droite. Donc, je les incite bien à regarder pour avoir vraiment les meilleures vues possibles. Autour de ce train régional atypique, une vue imprenable sur des vallées encaissées, recouvertes de ces forêts impénétrables, si caractéristiques du Jura. Un décor que Laurent, fin connaisseur de l'histoire et de la culture franc-comtoise, connaît bien. C'est avec lui que nous allons faire ce voyage. On traverse actuellement la forêt de Chaux, qui est l'une des plus grandes de France, l'une des plus grandes forêts de feuillus. Elle fait 22 000 hectares. Au XVIIIe et XIXe siècle, c'est une ressource pour les habitants et pour l'industrie, puisque l'on a sur Dole des hauts fourneaux et fonderies, des forges, qui vont fabriquer du métal, donc qui ont besoin de bois pour chauffer. Mais jusqu'au XIXe siècle, ces forêts qui recouvrent les reliefs tourmentés du Jura constituent un obstacle difficile à franchir. La construction de cette ligne pour enfin désenclaver ce massif de moyenne montagne apparaît donc comme une bénédiction. La ligne est construite pour desservir deux centres industriels importants que sont Moret et Saint-Claude. Moret est à ce moment-là la plus grosse ville industrielle du Jura. On importe toute la matière première qu'on travaille et on exporte tous les produits qui sont réalisés. Pour les industriels de la région, la construction du train des Hirondelles est donc vitale. Le chemin de fer leur offre des débouchés inespérés, qui feront bientôt la fortune de certains d'entre eux. L'histoire de la dynastie des Jobé est emblématique de cette période de croissance exceptionnelle pour le Jura.
La vallée est en train de s'élargir et l'on arrive sur Siam. Siam qui est un site métallurgique assez important dans lequel existait une petite taillanderie donc, qui fabriquait les faux. Cette taillanderie, c'est ce bâtiment que l'on peut encore apercevoir depuis le train. En 1813, les Jobé la transforment en usine ultramoderne. Mais la trace la plus étonnante de la formidable réussite de cette dynastie se trouve juste à côté. Et c'est pour la découvrir qu'une première halte en gare de Siam s'impose. Cette magnifique demeure inspirée de la Renaissance italienne est une réalisation de Jean-Emmanuel Jobé, l'un des membres éminents de cette illustre famille de métallurgistes. Époustouflé par la villa Rotonda vénitienne d'Andrea Palladio, il décida de s'en faire construire une réplique ici même, en pleine vallée jurassienne. Construite au XIXe siècle, la villa des Jobé est dans un état de conservation exceptionnel. Claude, son propriétaire actuel, n'aime rien tant que d'accueillir lui-même les visiteurs pour faire revivre ces lieux chargés d'histoire. Cette maison, c'est le témoignage de la vie d'un homme riche et raffiné du début du XIXe siècle. C'est un témoignage parce qu'ici, depuis 2 siècles, rien n'a changé. La structure de la maison est complètement identique à ce qu'elle était au départ. Les meubles que vous allez voir, ce sont les meubles des Jobé qui ont toujours été là et à la même place depuis 2 siècles. Féru de symbolique, Jean-Emmanuel Jobé a fait du chiffre 8 son emblème fétiche, reconnaissable un peu partout sur la propriété. La villa, par exemple, est un carré de 24 mètres de côté, avec 8 pièces par étage, comme les 8 colonnes de la rotonde. Le parc lui-même dessine un gigantesque 8 qui évoque l'infini. Et l'orientation précise de la villa n'a pas non plus été choisie au hasard. 21 juin, à l'heure du thé, vous avez un rayon de soleil qui arrive ici et qui vient éclairer le grand salon du Nord. Il y a du soleil au Nord, une fois par an à Siam, messieurs, dames. 14 minutes. Ce rayon de lumière traversant est un symbole franc-maçon typique, la signature de l'architecte. Il témoigne de la volonté du maître des lieux de faire de cette maison un temple du savoir de son temps. Cette maison, elle est de taille humaine. Quand vous allez visiter Chambord, vous n'avez pas l'impression que vous pourriez l'habiter, Chambord. Tandis que quand vous visitez la Villa Palladienne de Siam, les gens ont même envie de s'asseoir sur les fauteuils. Il y a des fois, je les laisse un peu s'asseoir, mais pour qu'ils s'imprègnent un petit peu, pour qu'ils aient l'impression qu'ils sont chez eux. La Villa Palladienne de Siam est caractéristique du formidable essor industriel que le Jura a connu grâce à la construction de la ligne du train des Hirondelles au XIXe siècle. Et pourtant, ce formidable pari ferroviaire n'était pas gagné d'avance. Car le train des Hirondelles n'est pas une ligne de chemin de fer comme une autre. La conquête de ce relief accidenté a nécessité des moyens financiers colossaux pour imaginer puis réaliser tous les ouvrages d'art nécessaires. Il faut imaginer le Jura comme un escalier avec la plaine, puis ensuite 2 marches. On monte sur le premier plateau, le second plateau. Tout le problème de la voie ferrée, c'est d'arriver déjà à monter ces marches, c'est-à-dire à arriver à atteindre le 2e plateau et ensuite pouvoir desservir Morée et Saint-Claude malgré le relief qui est particulièrement tourmenté. Preuve de toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter, cette ligne de 123 km, commencée en 1856, ne sera terminée qu'en 1912. 56 ans de labeur ininterrompus pour ériger 18 viaducs et 36 tunnels, sans lesquels il aurait été impossible d'espérer apprivoiser le relief tourmenté du Haut-Jura. Mais avant de découvrir le passage le plus impressionnant du tracé, le train s'arrête à Morbier, que les amateurs de fromage connaissent bien.
Ces prairies verdoyantes et encaissées, typiques du Jura, c'est le domaine de Fabien. C'est joli là, ça fait un beau fond de vallée. Et de ses vaches. On a tout là, on a la typicité du Jura avec ses vallées au son des cloches, c'est magnifique. On aime bien entendre ça. Autrefois, l'exploitation familiale ne produisait que du comté, l'autre star locale des fromages. Mais en grand amoureux des traditions jurassiennes, Fabien a décidé de relancer une petite production de morbier à l'ancienne. Retravailler un petit peu ces méthodes ancestrales, c'est revenir un petit peu à l'essentiel, je dirais, tout simplement. Le fait de travailler dans un chaudron cuivre, c'est vrai que ça rappelle beaucoup un petit peu le travail des druides. La recette de Panoramix. Travailler au rythme des anciens, avec les mêmes ustensiles, c'est le meilleur moyen, selon Fabien, de perpétuer la tradition. On a le temps d'admirer un petit peu le produit, on a le temps de voir un petit peu le fromage se faire. Donc là, c'est des toiles de lin. On soutire à l'ancienne, avec la bouche. Ce que j'aime vraiment, c'est vraiment la technique d'aller chercher un petit peu le caillé au fond du chaudron. Ouais. Quand on sort le fromage, c'est vraiment particulier. On a des sensations, on a les mains dans la cuve, tout se réchauffe, on prend un coup de chaud. C'est vraiment là, le gros du travail en fait se fait maintenant, quoi. Faire du fromage, c'est pas compliqué, c'est le réussir qui est compliqué. Et là, c'est vraiment un savoir-faire. Autrefois, il fallait 2 traites pour faire une meule de morbier. Entre les deux, on protégeait la pâte fraîche des insectes à l'aide d'une fine couche de charbon végétal. S'il suffit désormais d'une seule récolte pour faire une meule, la tradition du charbon, véritable signature du fromage, est restée. Et là, on va le couper en 2, tout simplement. Voilà. Tac. Et là, en fait, on étend du charbon végétal. On étend en fait sur le fromage. Et c'est ça qui fait le morbier. Après, travailler en plus de cette méthode-là dans des moules en bois à l'ancienne, c'est encore plus beau. Reste l'étape la plus importante, comme pour n'importe quel fromage, l'affinage en cave. Pendant que les morbiers de Fabien se reposent tranquillement, notre train des Hirondelles poursuit sa progression vers la dernière partie de la ligne, sans aucun doute la plus étonnante. Car le tronçon situé entre Morbier et Moret est une concentration d'ouvrages d'art unique en France. Pour arriver de Morbier à Moret, il faut absorber un dénivelé de 125 mètres. Avec les pentes acceptables à l'époque pour les machines à vapeur, il faut compter 5 km. Donc on a 5 km de voie ferrée à caser, mais où? Le problème, c'est que les deux villages ne sont distants que d'un petit kilomètre et demi. C'est beaucoup trop court pour dévaler un dénivelé de 125 mètres sans risquer de faire dérailler le train. Contournement des ponts rocheux, courbes anormalement longues, viaduc en forme de S. Alors que le tracé a déjà coûté des sommes records, les ingénieurs doivent donc rallonger artificiellement cette portion afin que le pourcentage de la pente reste acceptable. Un travail incroyable dont on prend pleinement conscience une fois descendu en gare de Moret. Pour caser ces 5 km de voie qui permettent de racheter ce dénivelé de 125 mètres, le vallon des Values n'est pas suffisant. Il a fallu qu'on aille même creuser au fond de ce vallon un tunnel qui est unique en France. C'est un tunnel en fer à cheval. En l'occurrence, on entre à ce niveau-là, le tunnel est en pente, il fait son mouvement de fer à cheval et ressort ici 26 mètres plus bas. Malgré tous ces efforts, il manquera encore 40 mètres de dénivelé pour faire arriver le train en centre-ville.
C'est pour cette raison que la gare de Moret se trouve aujourd'hui encore au-dessus de la commune. Et c'est encore pour cette raison que l'architecte en chef de la ligne a dû construire le plus long viaduc du tracé, juste après la gare, afin de permettre au train de poursuivre son chemin vers Saint-Claude. Ce viaduc a été fait par Paul Séjourné et il a imaginé, pour qu'il ne donne pas trop de prise au vent et qu'il ne soit pas trop lourd, de les vider par les trous que l'on voit au-dessus de chaque pilier. Et les hirondelles passent dans ces trous, passent au-dessus de la ligne, en dessous, et vont tutoyer le train, d'où ce nom de ligne des hirondelles. C'est donc ici que le surnom du train prend tout son sens. D'autant que les voyageurs ont vraiment le sentiment de survoler les villages et de glisser d'un flanc de montagne à l'autre, comme des hirondelles. C'est très joli, des vues magnifiques. Sur les dégagements d'un tunnel, on est dans le vide et tout ça, c'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup et on a amené nos petits-enfants, mais je pense qu'ils ne sont pas déçus non plus, ils apprécient. Toute une vue, on voit tout le Jura, c'est bien, j'aime bien. L'ambiance est assez particulière car les gens sont assez heureux en fait de voyager et ils font spécialement le voyage pour voir la vue. C'est pas une contrainte, c'est beaucoup plus un plaisir de voyager. C'est un peu plus loin, après avoir traversé la vallée sauvage de la Bienne, que la première partie de ce voyage ferroviaire se termine en gare de Saint-Claude. À une centaine de kilomètres plus au nord, une autre ligne de légende des plus beaux chemins de fer de l'Est de la France nous attend en gare de Besançon. Mais avant d'embarquer, faisons un petit pas de côté pour aller visiter la grotte d'Auxelles, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale de la Franche-Comté. Auxelles est connue pour être l'une des premières cavités au monde régulièrement visitées. Ce monde souterrain, c'est le repère de Brigitte. La grotte, elle a été découverte au XIIIe siècle et se visite depuis 1504. C'est d'ailleurs la première grotte visitée au monde avec Antiparos en Grèce. À l'époque, ils pensaient que c'était une ancienne mine d'or creusée par les Romains et que la nature, qui était très bonne, avait fait pousser des colonnes pour soutenir la montagne afin qu'elle ne s'écroule pas. Au fil des siècles, la grotte a été aménagée sur plus de 1300 mètres de long. Un havre de paix que certaines espèces avaient repéré et investi bien avant l'arrivée de l'homme, comme le prouvent ces vestiges découverts en 1826. Le premier squelette d'ours a été découvert par M. Buckland, qui était alors conservateur du British Museum à Londres. Ça a été le premier squelette complet, reconstitué et exposé dans un musée. Alors ces os ont vécu il y a environ 45 à 50 000 ans. Mesuré dans les 2,50 m, 3 mètres, et donc pesé dans les 7 à 800 kilos. C'était vraiment des très gros ours par rapport aux ours actuels. On a découvert des ossements sur toute la longueur de la grotte. On évalue à peu près à 2 à 3 000 squelettes. Si la grotte d'Auxelles est restée un refuge très apprécié des ours pendant des milliers d'années, son passé récent fut nettement plus animé. Au XVIIIe siècle, il n'était pas rare d'y croiser d'étranges fantômes en robe de satin et veste de brocart qui dansaient sur des rythmes endiablés de musique de chambre. Alors là, c'est la salle de bal, c'est où dansaient nos nobles de l'époque. Dans cette partie de la grotte ont été organisés de nombreux banquets. Les notables venaient ici pour chanter, pour danser, pour manger, surtout à l'époque de Voltaire qui venait très souvent. Quelques années plus tard, pendant la Révolution, la grotte d'Auxelles servira aussi de cachette providentielle aux prêtres persécutés par le Directoire, comme en témoignent ces quelques noms laissés sur les parois. À l'image de la grotte d'Auxelles, les lieux chargés d'histoire sont légion dans cette région. À une vingtaine de kilomètres de là, notre déambulation nous emmène à Besançon, que domine la célèbre citadelle de Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondée à l'époque gallo-romaine, la capitale de la Franche-Comté est le point de départ d'une autre ligne ferroviaire qui va nous permettre d'achever notre traversée du massif du Jura
en passant par les hauts plateaux du Doubs. Une promenade de 74 km jusqu'à Morteau que nous effectuerons à bord de celui que tous les Francs-Comtois, comme Roland, surnomment le train des horlogers. La ligne des horlogers, tout simplement parce que justement c'était la liaison entre 3 capitales horlogères. Besançon, c'est quand même l'observatoire de Besançon qui a donné l'heure à toute la France. Et puis Morteau, c'est une ville horlogère aussi. Et la Chaux-de-Fonds, en Suisse aussi. C'est juste après la Révolution que l'horlogerie se développe en Franche-Comté. De nombreux paysans y trouvent alors un complément de revenus chaque hiver lorsque leurs fermes tournent au ralenti. Plus tard, en 1884, l'inauguration de cette ligne permet au savoir-faire franc-comtois de rayonner bien au-delà du massif du Jura. La mécanique de précision n'est d'ailleurs pas la seule à en profiter. Ce désenclavement par les rails profite aussi à l'agriculture et l'industrie locale. Cette ligne a été construite dans un souci de développer l'économie dans la région, de pouvoir diffuser les produits qui venaient du Haut-Doubs, les produits d'élevage, produits de fromager et puis horloger. Parce que l'horlogerie s'est développée dans le Jura et surtout dans les hauteurs où c'était un deuxième métier pour les paysans. Très vite, le développement de l'horlogerie franc-comtoise devient indissociable de celui du chemin de fer. On l'a oublié aujourd'hui, mais c'est l'expansion du train au XIXe siècle qui cale toutes les pendules européennes à la même heure. D'abord parce que chaque locomotive est équipée d'une montre pour inciter les cheminots à respecter les horaires. Ensuite, parce que pour éviter de rater leur train, tous les villageois se mettent au diapason des horloges présentes dans les gares. Pour que les horloges des gares soient toujours à l'heure, il y avait une profession dans les chemins de fer. Eh bien, on l'a appelé le père l'heure, parce qu'il était chargé de mettre à l'heure les horloges des gares. Et ces gens-là étaient formés à Besançon, à l'école d'horlogerie. Parti de Besançon à 235 mètres d'altitude, le train des horlogers grimpe progressivement jusqu'au col des Âgés, point culminant de la ligne à 920 mètres de haut. Un tracé sinueux qui traverse le splendide marais de Saône avant de s'engouffrer dans de magnifiques forêts de sapins. Ici, avant le désenclavement de la région, la conservation des denrées alimentaires était l'un des principaux soucis des populations. C'est pour cette raison que la Franche-Comté a de longue date développé une activité de salaison et de fumage, incarnée par la fameuse saucisse de Morteau. Pour en savoir plus sur la préparation de cette spécialité franc-comtoise, une fois descendu en gare de Morteau, notre terminus, il faut pousser jusqu'au village de Gilet, à une dizaine de kilomètres plus à l'est. C'est ici que se trouve une petite république autonome méconnue. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Mais visiblement très bien gardée. Vous laissez passer, vous les avez pas? Sans se laisser passer, impossible de se promener dans cette micronation autoproclamée en 1947, qui regroupe une dizaine de communes, comme Gilet. Voilà ce qu'il vous faut. Derrière l'humour et le folklore de ces douaniers, se cache une ambition très concrète. Défendre et promouvoir l'une des plus célèbres saucisses de l'Hexagone. Or, Gilet abrite justement un trésor exceptionnel dans ce curieux bâtiment que l'on appelle un thuyer. Pour les amateurs de saucisses de Morteau, c'est un peu le paradis. Et ce n'est certainement pas le responsable des lieux, Pascal, qui dira le contraire. Donc on va voir nos Morteaux si elles sont fumées, donc celles-là a priori, elles ont l'air d'être pas trop mal. La recette de la saucisse fumée de Morteau remonte à plus de 5 siècles. Un mélange de viande de porc du Doubs, élevée au petit lait, auquel on ajoute du sel, du poivre et des épices savamment dosées. Le thuyer, c'est un peu où il y a tous nos produits qu'on fabrique. C'est le lieu de fumage et de séchage de toutes nos salaisons. Traditionnelles. Traditionnelles, exactement.
dont la saucisse de Morteau. C'est un produit cru qui est destiné à cuisson, donc il n'y a pas de séchage, donc elle est ici uniquement en fumage. Le thuyer est donc à la saucisse de Morteau ce qu'une cave d'affinage est à un fromage de caractère comme le Morbier ou le Comté. Ce qu'on appelle thuyer, c'est une grande cheminée surmontée de cette haute pyramidale que vous voyez là. Donc ceci, il fait 18 mètres de haut. C'est un des plus grands de la région. Construit en 1974, ce thuyer fume 45 tonnes de Morteau par an. Des milliers de délicieuses salaisons qui se parfument lentement, caressées par la fumée qui s'échappe par l'immense cheminée de 100 mètres carrés au sol. Les essences de bois qui sont brûlées ici sont bien sûr soigneusement sélectionnées pour garantir un maximum d'arômes au produit. Donc là, on a un peu de sûre, on a de quoi fumer toute la nuit avec ça. C'est de la sûre de sapin et d'épicéa. On va recouvrir les flammes de cette sûre pour ne chercher que la fumée et non la chaleur. C'est bon, ça fume. C'est parti. C'est ici que notre voyage sur les chemins de fer jurassiens prend fin. Mais à 2 heures de route plus au nord, un autre bijou de notre patrimoine ferroviaire nous attend au pied des Vosges, ce massif de moyenne montagne qui borde les plaines d'Alsace. Le Thurdoler est un petit tortillard qui relie Cernay-Saint-André à Sentheim, 13 km plus loin. Une minuscule portion de ligne, miraculeusement sauvée voici près d'un demi-siècle par l'association que préside aujourd'hui Romain. Cette ligne a été créée du temps de la Compagnie de l'Est en 1869, puis ensuite exploitée par la SNCF à partir de 1938, quand la SNCF a été créée, et elle a été déclassée en 1973. Et là, un groupe de passionnés, à l'époque, au début des années 70, a décidé de créer ce train touristique en sauvegardant la section de ligne entre Cernay-Saint-André et Sentheim, donc que l'on parcourt en ce moment même. Comme Romain, Alexis et Victorien, les 2 cheminots qui conduisent cette vénérable dame de fer de 1914, consacrent tout leur temps libre à la bichonner. Aussi loin qu'ils se souviennent, le Thurdoler a toujours fait partie de leur vie. J'habite juste là, à quelques mètres de la voie ferrée, donc depuis que je suis tout petit, je voyais le train à vapeur passer devant chez moi, je prenais mon vélo et je suivais le train sur la piste cyclable. Et la passion, elle est venue comme ça, à force de le voir passer devant chez moi. Victorien est mécanicien. C'est à lui que revient la responsabilité de dompter les 350 chevaux de la locomotive à vapeur. À ses côtés, le chauffeur, Alexis, doit l'approvisionner en charbon pendant le trajet. Là, j'ai grandi dans le charbon, et plus particulièrement dans les locomotives à vapeur. Et puis, au fil du temps, c'est devenu une passion. C'est aussi le plaisir de faire revivre le patrimoine, quoi. De préserver du matériel, de le restaurer et de le faire vivre de nouveau, quoi. Les machines ont plus de 100 ans, on les restaure. C'est plus qu'un musée, puisqu'au final, ça vit, ça bouge. C'est un musée vivant, voilà. Voir le panache de fumée blanche s'échapper de la cheminée, entendre le sifflet si caractéristique de cette mécanique d'un autre temps, ou respirer ces odeurs tenaces d'huile chaude et de charbon qui parfument tous les wagons, participer à l'aventure du Thurdoler est un rêve de gosse qui continue, aujourd'hui encore, de séduire les plus jeunes, comme Thomas. Mesdames et messieurs, bonjour, contrôle des tickets s'il vous plaît. En fait, on propose à nos visiteurs de revivre le voyage d'époque. Pour les personnes les plus anciennes, ça leur rappelle plein de souvenirs. Pour les jeunes générations, ça leur fait découvrir ce qu'ont connu leurs grands-parents. Le but, c'est de faire un voyage dans le passé. Pourtant, ce voyage n'était pas gagné d'avance. Lorsque l'association décide de sauver cette portion de ligne au début des années 70, il n'y a plus rien, ou presque. Cette rame d'autrefois, les bénévoles vont la recréer de toutes pièces en parcourant la France entière à la recherche d'une locomotive et de wagons à restaurer.
Certaines de ces splendides voitures, par exemple, sont classées aux monuments historiques. Elles ont été rachetées dans le sud du pays, où elles totalisaient déjà plus d'1 siècle de bons et loyaux services. Et c'est par camion qu'elles sont arrivées jusqu'en Alsace. Ces voitures datent de 1892, elles viennent du chemin de fer Montpellier-Palavas-les-Flots et puis voilà. On peut profiter du paysage, on peut profiter des odeurs, on roule à 25 km/h, on n'est pas pressé de se rendre au terminus. Et voilà, on prend le temps de vivre, j'ai envie de dire, dans notre train. L'entretien de cette ligne a aussi permis de sauver de l'abandon cet étonnant modèle de pont militaire, à peine assez large pour laisser passer le convoi au ralenti. Ce pont qui était censé être plus ou moins provisoire est resté et aujourd'hui c'est une vraie particularité de notre ligne puisque c'est un pont unique, hein, c'est le seul en France qui est encore en service de ce type-là. Un peu plus loin, la rame reprend son allure de croisière pour longer les fameux ballons d'Alsace. Là-bas au loin, on aperçoit le grand ballon. C'est le ballon le plus haut, c'est le point culminant des Vosges à 1424 mètres. C'est des montagnes très très anciennes qui datent de la première période glaciaire. Ce sont des montagnes en forme de ballon et qui sont des montagnes, comme on dit, très usées par l'érosion et le temps. Ces ballons sont étroitement liés à l'histoire de cette ligne, puisque la voie de chemin de fer fut utilisée dans les années 80 pour acheminer les matériaux nécessaires à la construction du barrage de Michelbach, au pied des Vosges. Cette impressionnante retenue d'eau de plus de 7 millions de mètres cubes permet d'alimenter toute l'agglomération de Mulhouse. Depuis sa création, le site est devenu l'un des plus importants lieux de nidification en Alsace. Une étape importante pour les oiseaux migrateurs et la promesse d'une magnifique promenade pour les visiteurs de passage ou les ornithologues passionnés comme Florentin. Actuellement, vous avez des oiseaux qui font partie de la famille des limicoles, les courlis, les bécassines, des chevaliers, etc., qui vont s'arrêter sur ces berges boueuses, qui vont rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, et qui vont repartir. Et vous avez continuellement un passage d'oiseaux qui stationnent, qui repartent, avec d'autres arrivées, d'autres départs. En cela, le lac du Barrage constitue une étape vraiment importante. Hérons cendrés, balbuzards ou grands aigrettes, preuve que les oiseaux ont définitivement adopté le site. On y recense aujourd'hui plus de 180 espèces différentes. Canard, du canard. Les ornithologues comme Florentin ne viennent jamais sans leur longue vue ou leurs jumelles, pour le plus grand bonheur des autres promeneurs. Il y a au moins 6 bécassines, 3 à gauche, 3 à droite. Visez le petit point lumineux au centre et vous avez un oiseau qui a un très long bec. Ah oui. Vous voyez? Donc ça c'est une bécassine des marais, c'est un limicole. Elle a un bec très très long pour sonder dans la vase. Oui, elle est en train de sonder. Voilà, avec... pour eux c'est parfait. Et là les crises c'est les oies cendrées. Vous voyez? Avec le bec orange, elles sont herbivores. Pendant que les oiseaux se reposent tranquillement sur les eaux du barrage, notre petit train continue de serpenter un peu plus bas, dans les vallées de la Thur et de la Dollère, ces 2 rivières qui lui ont donné son nom. Régulièrement, le convoi doit ralentir pour franchir les 18 passages à niveau de la ligne. Là, nous arrivons à la gare d'Aspach, où la barrière va être fermée pour pouvoir franchir la route qui relie les deux Aspach, Aspach-le-Bas et Aspach-le-Haut. 3 de ces passages à niveau sont toujours entièrement manuels et nécessitent d'arrêter complètement le convoi. C'est pas automatique et c'est ça qui fait aussi l'authenticité de notre ligne, c'est que tout est resté d'origine et les barrières sont toujours des barrières commandées avec des câbles à distance par un garde-barrière. Rompu à l'exercice, le chef de train et ses collègues descendent pour sécuriser le passage à niveau.
Dans sa locomotive, Victorien suit très attentivement la manœuvre lui aussi. On traverse, on s'arrête, on récupère l'équipe et on y va. On transporte du public, il y a toute une organisation pour respecter des règles de sécurité, etc. Et là, on ne joue plus au train, on transporte vraiment des voyageurs, mais tout en se faisant plaisir et tout en sauvegardant notre patrimoine. Ces ralentissements ou ces arrêts tout au long de la ligne expliquent pourquoi le train met près d'1h30 à rejoindre son terminus Sentheim, à seulement 13 km du départ. On arrive au terminus. Cette gare, elle a été construite à l'origine de la ligne par la Compagnie de l'Est en 1869. Et elle a l'avantage d'être restée totalement d'origine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La cloche du quai, par exemple, était déjà là dans les années 30. C'est une cloche pour annoncer l'arrivée des trains. Mais ici, c'est le bâtiment principal qui vaut le détour. Contrairement à la plupart des gares de la région, celle de Sentheim a été miraculeusement épargnée par les obus de la Première Guerre mondiale. Ici, nous avons le guichet qui est resté dans son cadre d'origine avec le composteur et notre vendeur de billets. À l'image du guichet, le bâtiment a conservé toutes les caractéristiques des gares d'autrefois. Ici, c'est le bureau du chef de gare où on retrouve la machine à écrire, la table, la chaise, la pendule qui fait partie du mobilier. Une magnifique pendule ancienne qui est d'origine de la gare. Et cette pendule avait la particularité de renvoyer également le mouvement à l'extérieur pour donc afficher l'heure sur le quai. Sur le quai, justement, les bénévoles s'animent. Car avant de repartir vers Cernay, il faut recharger la machine en combustible. Malgré le poids des ans, la vieille dame de fer est toujours aussi gourmande. Pour chaque voyage, on utilise entre 200 et 300 kg de charbon, ce qui correspond à une distance de 24 km. Donc un aller-retour sur la ligne. Si on aime faire de la locomotive à vapeur, il faut aimer se salir aussi. Donc le charbon, la poussière de charbon ainsi que l'huile et la graisse. Ça fait partie de la passion. Une fois la locomotive rassasiée, il faut ensuite la retourner pour le trajet retour. Car la vieille dame a ses humeurs et n'aime pas rester à la traîne derrière les wagons. Une locomotive à vapeur, c'est comme un être humain, sa vie, ça a ses bruits, ça a ses caractéristiques, sa manière d'être chauffée, sa manière d'être conduite. Enfin, il n'y a pas une machine qui est pareille au niveau technique de chauffe par exemple ou au niveau technique de conduite. On peut avoir deux locomotives totalement identiques à un numéro de série près. Les deux vont réagir complètement différemment. Tandis que notre petit train repart en direction de Cernay, son point de départ, nous nous rendons non loin de là, au cœur de la vallée de la Thur, pour découvrir un autre joyau du patrimoine alsacien. Nichée au cœur du vignoble du Rangen, la petite ville de Thann est un lieu de promenade incontournable pour ceux qui, comme Isabelle, apprécient l'histoire et l'architecture alsacienne. La ville de Thann a été créée vers le XIIe siècle et cette ville donc s'est construite vraiment autour de la chapelle Saint-Thiébaut qui s'est développée avec la collégiale tout autour, les anciennes tours de rempart qui ont constitué le centre historique de la ville. Le chemin qui mène à la collégiale Saint-Thiébaut, point d'orgue de cette visite, permet d'admirer de nombreuses maisons à colombage vieilles de plusieurs siècles, la carte postale par excellence de la région Alsace. Ici, on est sur le pont qui traverse la Thur, la rivière qui traverse toute la ville de Thann. Ici, on a donc l'image typique de l'Alsace avec les maisons à colombage, les géraniums. On peut apercevoir au loin le fameux vignoble de Thann, le vignoble du Rangen, classé Grand Cru en totalité, avec la chapelle Saint-Urbain, le saint patron des vignerons. Au centre de la ville, l'imposante collégiale Saint-Thiébaut et son portail somptueux de 18 mètres de haut, riche de 500 personnages sculptés dans un état de conservation remarquable. Au Moyen-Âge, ces sculptures permettaient de raconter les principales scènes de la Bible à une population encore largement illettrée. Donc là, un très bel exemple de lecture de la religion avec toutes ces scènes
avec, on le voit, les deux petits tympans, la crucifixion et la naissance de Jésus. Au-dessus du portail, vous voyez 4 blasons, dont le premier tout à fait à gauche, eh bien, c'est le blason de la ville de Thann, avec le sapin qui se dit en allemand Tannenbaum et qui aurait donc donné son nom à la ville de Thann. Avec sa nef et son imposant chœur de 22 mètres de long, cette splendide collégiale est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art gothique. Ici, on a le gothique primitif pour ce bas-côté. Ici, le bas-côté sud, vous voyez les voûtes, elles sont assez peu décorées. Ensuite, on a ici le gothique rayonnant. Là, vous le voyez, les voûtes sont beaucoup plus travaillées, notamment au niveau des clés de voûte. Et on a enfin la fin du gothique, juste ici, le gothique flamboyant, où là, vous voyez les voûtes qui forment comme des étoiles. L'extérieur de la collégiale est tout aussi exceptionnel. D'abord pour les tuiles plates vernissées de ses toits, bien sûr, mais surtout pour sa magnifique flèche sculptée, qui culmine à plus de 78 mètres de haut. C'est une vraie dentelle de pierre. La flèche a été construite pendant 10 ans, de 1506 à 1516, par Rémi Fesch, donc un des architectes de la collégiale. Il y a un proverbe ici qui dit que le clocher de Strasbourg est le plus haut, celui de Fribourg le plus gros et celui de Thann le plus beau. Située au pied des Ballons des Vosges, la petite ville de Thann est aussi une porte d'entrée vers la plaine d'Alsace. C'est dans cette même plaine, à 70 km plus au nord, tout près de Colmar, que nous attend notre dernière pépite de cette escapade sur les rails de l'Est de la France. Comme son cousin du Turdolaire, le Ried Express, ou petit train touristique du Rhin, est lui aussi un superbe tortillard qui continue de polir une quinzaine de kilomètres de rails entre Wolgelsheim et Balzenheim. Avant d'embarquer, les amateurs de vieilles machines aux odeurs d'huile et de charbon ne manqueront pas de visiter l'entrepôt de l'association. Ici se reposent 4 locomotives à vapeur centenaires, ainsi qu'une dizaine de motrices diesel, parmi lesquelles cet étrange locotracteur Saviem. Ces mécaniques rutilantes sont les bébés de Ludovic, que nous retrouvons au chevet d'une splendeur qui s'apprête à se réveiller. C'est une machine qui était particulièrement utilisée pour faire plutôt des manœuvres, mais elle a aussi servi sur les lignes secondaires pour faire des petits trains voyageurs. Sa vitesse originale était de 40 km/h à l'époque. Après, en 1900, c'était la Rolls, quoi. On aurait presque du mal à le croire aujourd'hui, mais ces 28 tonnes de métal flamboyant, prêtes à avaler des kilomètres de rails, n'étaient plus qu'un vulgaire amas de rouille à l'abandon lorsque les bénévoles de l'association ont fait le pari de les ressusciter. Là, je suis en train de graisser la machine. Il faut mettre de l'huile dans toutes les articulations, ouais. C'est des mécanismes qu'il faut toujours surveiller, quoi. Au moment du graissage, c'est vraiment là où on fait le tour de la machine, on la voit au plus près, on la touche. La restauration de locomotives à vapeur, c'est une école de la patience. La mise en route de cette belle endormie de fer et d'acier nécessite 4 heures de bichonnage intensif, pendant que la chaudière monte doucement en température. En attendant le départ, une petite visite hors du dépôt s'impose. À quelques centaines de mètres de la gare, la magnifique citadelle de Neubrisac, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la découvrir, voici Martin, un guide un peu particulier. Je représente le premier gouverneur de la ville, Irieu de Lobany, parce que je suis le soldat qui est resté le plus longtemps ici. Je commande 4 casernes, 2 régiments de cavalerie, 2 régiments d'infanterie, au total 2400 soldats. Ancien militaire, Martin aime se déguiser pour plonger les visiteurs dans l'atmosphère du XVIIe siècle, lorsque Louis XIV confia à son fidèle Vauban la fortification de cette ville frontalière stratégique. Cette forteresse est la dernière œuvre de Vauban, l'expérience de toute une vie de combat. La forteresse de Neubrisac
est bâti juste en face d'une ville allemande, située de l'autre côté du Rhin, et que la France a perdu un an plus tôt, en 1697. Pour éviter une nouvelle déconvenue, Louis XIV exige le nec plus ultra de la fortification de l'époque. Un plan en étoile avec 4 portes que protègent 8 tours bastionnées. Ici, c'est la porte de Belfort. C'est la seule porte qui est d'origine, qui n'a jamais été détruite. Après, nous avons la courtine. La courtine, ce sont donc les murs de la ville, dite également enceinte de sûreté. La hauteur est d'environ 9 mètres. Au total, nous avons 17 km de murs. Le tout a été construit en 3 ans. Neubrisac est le chef-d'œuvre de Vauban. Une réalisation particulièrement dissuasive que les Prussiens n'oseront jamais affronter. L'ennemi a toujours eu peur de l'attaquer, d'y laisser des plumes, donc ils ont contourné, mais ils n'ont jamais attaqué, tout simplement. Non loin de Neubrisac, nous retrouvons notre locomotive du petit train touristique du Rhin, la Chaudière, désormais prête à délivrer toute la puissance de sa vapeur sous pression. Un moment privilégié pour Ludovic et son copain Manu, le conducteur. Elle commence à chanter, Manu? Alors, quand elle commence à chanter, en fait, c'est quand on commence à entendre l'eau qui bout. C'est quand elle commence à prendre vie. C'est vraiment vivant, ouais. C'est vraiment vivant. Et elle a ses humeurs. Il y a des jours où ça va aller bien, il y a des jours où ça va aller moins bien. C'est pas comme un moteur diesel, on va appuyer sur le bouton, ça va démarrer. Là, c'est différent, quoi. On ressent tout, on sent la fumée, on sent la chaleur, on sent l'huile. Ça, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir qui culmine au moment de desserrer les freins et de tirer le régulateur pour libérer les 400 chevaux de la locomotive et quitter le dépôt. C'est seulement à ce moment-là que le monstre d'acier s'ébroue et s'élance en vibrant de toutes ses tôles. Quand je conduis la machine, j'ai vraiment l'impression que c'est la continuité de mon corps, quoi. J'écoute le battement de la cheminée pour régler ma vitesse. En fait, on est toujours à l'écoute de la machine, quoi. Et c'est elle qui nous dit comment la maîtriser en quelque sorte, quoi. On a vraiment toutes les sensations qui sont à portée de main, quoi. Une main sûre qui conduit cette vénérable locomotive à la vitesse considérable de 25 km/h jusqu'à la petite gare de Volgelsheim, construite par les Autrichiens en 1880. Le bâtiment servit de décor pendant le tournage de La Grande Illusion de Jean Renoir. Une époque dont Marcel, l'un des bénévoles de l'association, se souvient avec émotion. C'était une autre époque. La machine à vapeur, c'était un monstre vivant. J'avais l'impression, moi, quand je grimpais dans la machine, eh bien, de grimper dans le ventre d'un dragon. Parce que ça faisait du bruit, ça crachait de la fumée, ça crachait de la vapeur. Au bout de plusieurs kilomètres, eh bien, on était quand même un peu noir. Alors automatiquement, on arrivait à destination, la première chose, c'était la douche. Voilà. En fait, c'est pour ça, nous, qu'on fait toutes ces heures de travail, des fois, et ces sacrifices. C'est pour qu'il y ait des gens comme ça qui viennent, les gens sont heureux. Si on peut les rendre heureux comme ça, nous, ça nous fait plaisir. La bête humaine est prête à repartir pour aller frôler la frontière allemande en longeant le Rhin. Ces paysages de forêts inondables qui bordent le fleuve Rhénan forment ce qu'on appelle le Ried, qui a donné son nom au train. Un voyage rythmé par le son des traverses et des coups de sifflet dont raffole Ludovic. Un petit coup parce que j'avais une bonne visibilité, mais comme il y avait un virage, c'était pour m'annoncer simplement. Après, je vais passer à un niveau où on sait qu'il y a du monde, je serai beaucoup plus insistant et certain même où je mettrai la cloche en plus du sifflet, quoi. Chacun a son petit sifflement personnel. C'est selon l'humeur. Ça nous fait plaisir, après c'est pour la sécurité, mais c'est vrai qu'à chaque coup de sifflet, ça fait toujours un petit frisson. C'est que du bonheur la vapeur.
La vitesse réduite du train fait partie du charme de cette remontée aux premières heures de l'ère ferroviaire. L'occasion de se pencher aux fenêtres sans prendre d'autres risques que celui de récupérer quelques escarbilles dans les cheveux. Surtout lorsque Manu, le conducteur, choisit de flirter avec la barre des 40 km/h. Ok, c'est bon pour moi, Ludo. Ah, décrasse-la un peu, là. Là, il faut un peu la décrasser. Bon, j'ai un peu trop de charbon dans le foyer, là. Et puis bon, la mémère, elle a envie de se dégourdir un peu les jambes, là. Elle est un peu trop lentement, là. Bon, là, elle est à peu près à 25 km/h. C'est ça, Mécano? Ah, elle est heureuse, là. Maintenant, elle vit, là. Comme la plupart des 60 bénévoles de l'association, Manu a la passion des vieux trains dans le sang. Et s'il n'existe plus de formation officielle pour apprendre à conduire une vieille loco à vapeur, il a heureusement pu compter sur la transmission des anciens de l'association. C'est un rêve de gosse, depuis tout petit, hein, donc comme je le disais, hein, j'ai fait le premier train avec l'association, j'avais 7 ans. J'ai commencé à chauffer, comme disait Ludo, on commence par la chauffe, pour bien comprendre le fonctionnement d'une machine à vapeur. Et après, j'ai pris aussi le poste de conducteur. Et de fil en aiguille, ça m'a permis de faire un autre métier. Aujourd'hui, je suis conducteur de train sur la même ligne. En semaine, je conduis des trains de marchandises. Donc j'allie passion et boulot, et voilà, c'est sensationnel. C'est ici, sur les bords du Rhin, que notre voyage sur les rails de l'Est de la France se termine. Ride Express, Turdolaire, Train des Hirondelles ou celui des Horlogers, chacune de ces lignes a tenu sa promesse en nous offrant une autre façon de découvrir les somptueux paysages du Jura et de l'Alsace. Monter dans ces trains exceptionnels, c'est la certitude d'y faire de belles rencontres et de revenir avec l'envie de découvrir d'autres voies de chemin de fer étonnantes.